Je pense qu'on acceptera les personnes au fur et à mesure. Donc, bonjour à tous pour ceux qui sont présents. Donc, aujourd'hui, si vous êtes avec nous, c'est parce que on va vous présenter un meet-up sur l'interculture en UX design. Pour me présenter très rapidement, donc moi, je m'appelle Racha Bark. Ça fait 9 ans que je suis chez Guise Digital. Guise Digital fait partie de l'écosystème Maltem. Je pense qu'on va vous montrer les écrans en même temps. Guise Digital est une agence qui vous accompagne au niveau du conseil, de la stratégie et de la production. On fait partie, donc, je vous disais, de l'écosystème Maltem, qui est un écosystème international. Et on vous propose, en termes de production, soit de développer des solutions digitales, ça peut être des applis, ça peut être des sites web, tout type de plateforme, et aussi toute une partie de content. Donc, ça peut être de la vidéo 2D, 3D, ça peut être des strates SEO, SEA. Ça peut être du contenu et ainsi de suite. Donc voilà, donc on est vraiment sur toute cette partie 360 et en fonction des besoins, donc on accompagne les clients ou leurs partenaires pour développer les solutions digitales nécessaires. Donc là, je vais laisser la parole à Nike et Cécile, donc nos UX designers, qui vont présenter le meet-up d'aujourd'hui. Donc, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir adopter des bonnes pratiques en UX et savoir comment ça se passe sur différents pays et comment les utilisateurs se comportent de manière internationale. Donc, j'espère que ce meet-up vous conviendra. Tout à la fin, on vous enverra le document par mail. Donc, ceux qui nous ont laissé les mails, on vous les enverra. Et n'hésitez pas à poser des questions, même si c'est dans le chat, on essaiera de répondre au maximum. Voilà, donc bon meet-up à tout le monde. Ok, merci pour cette introduction, c'est top. Alors, de nouveaux arrivants. Alors, bonjour à tous, je suis Cécile, UX designer à l'agence de Guise Digital. Donc, merci d'être présent parmi nous aujourd'hui pour ce premier meet-up de l'année. Donc, pour l'instant, avant d'entrer dans le vif du sujet, on va vous faire un petit rappel de quelques notions en UX design. Tout à fait. Alors, bonjour, je m'appelle Nike, je suis également UX designer chez Guise Digital. Tout d'abord, pour vous introduire à la notion de UX designer, pour ceux qui ne connaîtraient pas, qui ne seraient pas familiers avec cette notion-là. Tout d'abord, il y a la partie UX qui va se concentrer sur l'expérience que va vivre un utilisateur lorsqu'il va interagir avec un produit ou un service, voilà, toutes les émotions qui vont se retranscrire. Et également la partie design. Ça va être une sorte de démarche pour créer et améliorer un produit et son service dans son interface, de la rendre le plus agréable à utiliser. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'expérience peut être à la fois digitale, donc comme quand vous utilisez votre smartphone ou votre ordinateur, des applications, des différents sites, dans des objets connectés également, qui se démocratisent toujours plus, et des API et la réalité augmentée et la réalité virtuelle qui marchent énormément aussi dans le milieu du gaming, par exemple. Pour continuer, il y a aussi une expérience qui peut être aussi dite non digitale ou physique, comme vos objets du quotidien, des meubles, une voiture. Également un service, soit un service téléphonique, c'est également une expérience qu'on vit. Et puis des espaces, un lieu de travail, votre bureau par exemple, un open space, va retranscrire une certaine expérience, une certaine émotion de votre part. Alors, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous prendre une porte en pleine figure, en croyant dur comme fer que vous allez réussir à ouvrir la porte alors que ce n'est pas le cas? Alors, c'est un exemple très célèbre tiré du livre de Donald Norman sur le design des objets du quotidien. Rapidement, Donald Norman, c'est un écrivain et conseiller dans le domaine de l'ingénierie cognitive. Il a fait des études dans la prise de décision, l'attention et le cerveau humain. Et donc, en fait, c'est le précurseur de l'expérience utilisateur. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que de nombreux problèmes auxquels sont confrontées les personnes au quotidien sont causés principalement par une conception défectueuse. C'est ce qu'on peut voir là, du coup, avec l'exemple de la porte. Et donc, même si les humains sont prédestinés à l'erreur, c'est au rôle du concepteur de minimiser ces échecs, d'aider les gens à minimiser ces échecs. Et donc, pour revenir à cet exemple, on a, en fait, ce qui nous suggère, c'est que la forme d'un produit
doit être suffisante pour informer sur l'action qui doit être réalisée. Et donc, pour la conception en UX, les critères qu'il faudra prendre en compte pour créer un bon design, il faut d'abord savoir quelle est l'utilité de votre solution. Dans quel but, en fait, dans quel intérêt vous allez concevoir. Parce que s'il n'y a pas grand intérêt, il y a de fortes chances que votre produit sera peu utilisé ou même pas du tout utilisé. Ensuite, la fiabilité. Quand l'utilisateur va interagir avec votre solution, il faut qu'il se sente en confiance. Il faut que l'interface l'inspire confiance, qu'il soit en sécurité et qu'il n'y ait pas de problème technique, par exemple. Donc, la solution doit être performante et efficace. Ensuite, on a les critères d'utilisabilité, donc les critères ergonomiques. Qu'est-ce qui va faire que votre utilisateur va parvenir à son objectif final sans encombre? Donc ça, c'est par rapport à la faciliter en fait l'expérience, fluidifier l'expérience utilisateur. Et enfin, on a la désirabilité. Donc, ça fait appel à la notion d'attractivité. On va s'intéresser à tout ce qui est émotionnel. Et là, la question, c'est qu'est-ce qui va faire que votre produit va être plus utilisé que chez d'autres concurrents. Donc, on a aussi tout ce qui est relatif au design persuasif. Donc, ça va un petit peu plus loin. Alors, c'est bien tous ces critères, mais nous, comment on fonctionne en tant que designer? Donc, on s'appuie sur une démarche qui dit centré utilisateur, agile. On pense avant de concevoir. Et justement, ce serait pour minimiser ces erreurs de conception et donc pour un gain de temps et de coût éventuellement. Donc, cette démarche, elle est structurée en plusieurs étapes. Et ces étapes ne sont pas linéaires. On peut faire des allers-retours d'une étape à une autre. Donc, pour vous donner quelques détails, on a d'abord la partie exploratoire. Donc, c'est à ce moment qu'on va collecter toutes les informations qu'on a sur le terrain ou en interne, des données quantitatives, qualitatives. Et donc, ça va permettre de structurer un peu plus notre projet, donc définir des hypothèses et de parvenir à identifier quelles sont nos cibles utilisateurs. Et ensuite, établir un parcours utilisateur pour qu'on puisse, à la fin, en fait, générer des idées sous forme d'ateliers et esquisser en fait, de premières solutions sous la forme de wireframe, de prototypes, de maquettes qu'on va par la suite évaluer. Donc, les phases de conception et d'évaluation sont itératives. On peut switcher d'une phase à une autre. Après vous avoir donc introduit aux notions du X, on va pouvoir entamer la partie sur l'interculture. Alors, ce qui est intéressant pour un petit peu illustrer ça, sur quelques chiffres, il faut savoir que notre monde s'est développé de manière très différente en fonction des différentes régions du monde. Là, par exemple, on peut voir l'accès au smartphone. On voit des pays comme l'Indonésie qui regroupe seulement 20% d'accès au smartphone, contrairement à nous en France, 65%, voire aux États-Unis encore plus élevé. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre meet-up, on va beaucoup se centrer sur des différences, alors pas uniquement, mais en tout cas beaucoup sur les différences entre la région asiatique et notre région à nous, parce que c'est ces deux régions où on peut trouver beaucoup de distinctions pour illustrer justement notre propos. Pour continuer, alors ce qui est intéressant, c'est même si l'anglais, on dit toujours que c'est la langue la plus parlée dans le monde, la langue universelle, il faut savoir que la majorité des personnes préfèrent encore consommer du contenu sur Internet, effectuer une recherche, juste lire un site ou voir des descriptions d'un produit, par exemple, préfèrent le consommer dans sa langue maternelle. Donc, c'est très important à prendre en considération. Alors, il est très important de tenir compte de la culture en conception UX parce que là, on va se situer, il y aura différentes façons de voir, de penser et de faire les choses. Ce qui va façonner en fait la psychologie de l'utilisateur, c'est l'éducation, la manière dont il va être éduqué et l'environnement dans lequel il va évoluer. Et également les échecs, les réussites qu'il va avoir. Et donc, ça va en fait structurer sa vision et lui permettre de faire des choix.
Donc, dans le cas où vous devez concevoir une interface à un public international, il faut prendre en compte la traduction, donc bien saisir le sens qui est exprimé dans la langue locale et la localisation. Donc, on est plutôt axé sur la dimension culturelle, donc identifier la culture locale, les coutumes, les aspects légaux. Pour vous donner quelques exemples par rapport à cela, je ne sais pas si vous, ça vous est déjà arrivé, je ne sais pas, par exemple, d'aller au restaurant et de vous apercevoir que dans les pays asiatiques, ou dans un restaurant asiatique, que les gens mangent en faisant du bruit. C'est un peu étrange au départ, hein, mais donc voilà, c'est une petite caricature. Donc dans les pays asiatiques, en effet, le fait de manger en faisant du bruit, c'est bien considéré. Ça permet de donner un meilleur goût au plat et ça signifie que le plat, il est bon. Alors que dans les pays occidentaux, c'est plutôt le contraire, hein. Le fait de manger en faisant du bruit, c'est assez irrespectueux envers les autres. Un autre exemple. Ça va concerner justement les produits de beauté, notamment où en Asie, on va avoir tendance à promouvoir la blancheur de peau, qui va être un signe de richesse et de beauté. Chez nous, on a plus tendance à se porter sur le bronzage, alors plus ou moins pour les mêmes valeurs, le côté beauté, richesse, on a du temps à consacrer à soi, pour apprendre à prendre soin de son corps, mais c'est deux visions complètement différentes, même pour un même milieu en fait. Une autre différence intéressante, ça va concerner les unités de mesure, par exemple, où pour la température, on va avoir deux mesures différentes, mais également dans le milieu de l'automobile, on peut, nous, on va servir du kilomètre par heure, d'autres vont servir du miles, par exemple. Voilà. Donc là, on a vu quelques exemples. Maintenant, on va passer aux dimensions socioculturelles. On sait que les valeurs culturelles représentent des croyances fondamentales à une société. Et Hofstede, donc c'est un chercheur néerlandais qui a mis en place ce modèle basé sur les 6 dimensions au moment où il a été salarié chez IBM. Donc cette étude a été réalisée auprès des employés d'IBM pour savoir en fait, son objectif c'était de comparer les différentes cultures et leur influence sur le système de management et de l'organisation en entreprise. Il faut savoir que là, ce n'est pas... c'est une liste qui n'est pas exhaustive, mais ça va vous permettre d'avoir une base, un premier aperçu sur comment sont comparés les différents pays, les différentes cultures. Donc, cette comparaison se fait bien sûr à partir d'un scoring qu'a mis en place Hofstede. Et aussi, je tiens à préciser que ce modèle a été largement reproduit dans différents travaux sur les différences culturelles. Donc, ça apporte, en fait, ça renforce leur validité dans cette théorie-là. Donc, on va commencer par la première dimension, qui est la distance hiérarchique. Complètement. Donc, quand on parle de distance hiérarchique, on va parler du degré d'acceptation des membres d'une culture. Et envers les inégalités de pouvoir, on va savoir, on sait que par rapport à ce système de scoring, des pays comme la Russie, par exemple, ont une distance hiérarchique plutôt importante, contrairement à la Norvège, qui, elle, a plus tendance à mélanger ses équipes où il y a beaucoup plus de proximité. Au-delà de cet aspect, c'est intéressant de savoir comment on va le retranscrire, nous, en conception UX. Tout d'abord, via des informations sur la hiérarchie de l'entreprise. Lorsque vous voyez un site sur une agence d'entreprise, vous pouvez retrouver les équipes plus en détail avec leur statut. Également, une classification vis-à-vis des concurrents, un système de ranking dans l'entreprise et des différentes certifications, des distinctions personnelles ou d'entreprise. Ensuite, on a la dimension sur le contrôle de l'incertitude. Qu'est-ce que c'est? Là, on va chercher à comprendre la manière dont la société va appréhender l'avenir. Comment elle va faire pour faire face aux imprévus? Est-ce qu'elle va déployer des moyens ou pas? Est-ce qu'elle va anticiper? Voilà, selon différentes stratégies. Et selon le scoring de Hofstede, il y a le Japon qui est l'un des pays les plus incertains dans le monde, tout simplement parce que la principale raison, c'est que ils rencontrent beaucoup de catastrophes naturelles et ça les a en quelque sorte conditionnés à déployer des stratégies pour faire face à ces situations ambiguës ou imprévues.
Et par contre, on peut citer aussi les pays anglo-saxons, l'Inde ou encore le Vietnam, qui sont des pays où l'incertitude et n'est pas une raison principale pour développer des stratégies et faire face à cela. Ils sont très à l'aise avec tout ce qui est imprévu. En marqueur culturel, l'exemple qu'on pourrait citer, on pourrait prévoir une FAQ ou un chatbot de façon à informer au mieux les utilisateurs ou encore les espaces témoignages pour les rassurer et des indications sur les paiements sécurisés, donc tout ce qui est politique de sécurité, de retour de produits ou encore juste un indice visuel qui montre que votre site est bien sécurisé, surtout pour les personnes qui sont réticentes aux achats en ligne. La troisième notion va se porter donc sur l'individualisme et le collectivisme. L'individualisme, forcément, c'est cette notion de penser beaucoup à soi ou à un groupe très, très, très restreint autour de soi de personnes. Là où le collectivisme va avoir plus tendance à avoir une notion de groupe, d'unité, et toujours sur ce système de scoring, justement, des pays comme les États-Unis sont très portés sur l'individualisme, on fait en sorte qu'on promouvoit un petit peu la réussite personnelle, là où des pays comme le Kenya sont beaucoup plus collectivisme, sont beaucoup plus soudés justement entre eux. Et donc, comment on retranscrit ça en termes de conception UX? Via des newsletters. Alors, des newsletters qui peuvent un peu avoir les deux aspects, en fait, soit la partie individualisme, où on va se dire, en fait, on va se mettre en avant, tout simplement, on va parler de soi, on va se vendre, mais également collectivisme, parce que une newsletter peut très bien être là pour vous donner des informations qui peuvent vous intéresser, qui peuvent, sur des nouveautés, des mises à jour qui peuvent y avoir sur un site, une application. Des communautés d'échange aussi, de discussion, plus portées donc après sur le collectivisme, avec des forums, par exemple, des discussions, des échanges d'avis, des points de vue, et des liens vers des sites web locaux, quand on veut promouvoir un partenaire d'entreprise. Alors, cette dimension est assez spéciale sur la masculinité et la féminité. Il faut bien se rappeler que ces dimensions ont été établies à l'époque d'Olmsted. Donc, les codes socioculturels ont évolué depuis. On ne cautionne pas du tout cette vision qui est très genrée. Mais voilà, ça fait partie des dimensions, donc on vous l'évoque également. Donc, la masculinité, ça concerne les pays qui accordent une importance à la compétition, à l'excellence, à la réussite, à la perfection, que ce soit tant dans le travail que dans les loisirs. Donc, toujours selon le scoring. Le Japon fait partie des pays les plus masculins, entre guillemets. Et on le voit à travers les présentations très soignées, leur façon de se comporter. Et une culture dite féminine, c'est quand la société va va privilégier l'attention aux autres, la qualité de vie, et donc l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Donc, il y a une importance accordée à l'égalité, à la solidarité, au temps libre. Pour faire l'analogie en conception UX, les marqueurs culturels qu'on retrouverait concernant les sociétés masculines, on peut avoir un quiz ou un jeu concours, des aspects qui vont dynamiser, qui vont rendre votre site un peu plus fun, où on va ressentir un esprit compétitif, une comparaison de produits concurrents. Et pour les sociétés qui ont tendance à avoir une culture féminine, là, on va plutôt se concentrer sur la transparence, de la qualité et de la durabilité du produit. Pour continuer, donc, nous avons l'orientation court terme, long terme. Court terme, c'est plutôt un maintien des traditions, une vision beaucoup plus basée sur le présent. Toujours ce système de scoring, l'Australie a une vision très court-termiste, justement. Et la vision long terme, c'est l'encouragement de l'économie et des efforts. Dans l'éducation et dans l'avenir, on ne va pas avoir de problème à se projeter loin.
L'Allemagne en est un parfait exemple, même s'ils ont beaucoup de traditions très ancrées dans leur culture, ils ne vont pas avoir de mal à porter justement ces traditions vers l'avenir, à s'adapter pour le futur. Des exemples donc, de marqueurs culturels en conception UX, ça va être l'enregistrement automatique des mots de passe, par exemple. Certains sites ne le proposent pas, donc peut-être qu'ils auront peut-être une vision plus court-termiste, là où des enregistrements automatiques pour ceux qui souhaitent revenir sur un site plusieurs fois, c'est quand même beaucoup plus pratique. Un système de favoris, je pense que ça, on s'en est tous servi au moins une fois, hein, c'est quand même pratique de pouvoir mettre de côté des produits qui nous intéressent sur des sites e-commerce. Et puis, l'accès aussi à l'historique des commandes. Amazon fait beaucoup ça. Enfin, beaucoup ça. D'autres sites aussi, mais je veux dire, Amazon, par exemple, a cette possibilité de revoir des accès de l'historique, d'avoir accès à l'historique, et surtout sur plusieurs mois, voire même plusieurs années en fait en arrière. Dans cette dernière dimension, qui est l'indulgence, ici, on va chercher à comprendre dans quelle mesure les personnes vont être capables de contrôler leurs désirs, leurs impulsions. Et donc, une culture indulgente, c'est lorsque la société va faiblement contrôler ses pulsions. Selon le scoring, on a la Suisse qui en fait partie. C'est une société qui s'accorde plus facilement les plaisirs de la vie, donc elle peut profiter davantage, dépenser comme elle le souhaite, contrairement à une culture retenue, où la société là, va devoir contrôler fortement ses pulsions. Et là, selon l'indice, on a l'Inde, qui est une société qui va avoir tendance à rester en garde et à ne pas pouvoir profiter des plaisirs de la vie, du temps libre, comme elle le souhaite. Donc, en exemple de marqueurs culturels, on peut citer des indicateurs, par exemple, sur le nombre de stocks restants. Lorsque vous achetez un produit, vous allez chercher, je ne sais pas, la taille de l'article, vous allez voir s'il reste encore en stock. Ou encore des indications sur le temps de réservation. Au moment où vous mettez votre produit dans le panier, bien sûr, votre produit ne va pas être réservé pendant un temps illimité. Il y a une certaine durée. Donc, ces 2 points, c'est notamment pour les cultures dites indulgentes. Ensuite, pour les cultures retenues, on va se concentrer plutôt sur la terminologie locale pour établir une proximité avec les utilisateurs, plus de proximité avec les utilisateurs. Donc, voilà pour cette partie sur les dimensions. Juste un petit aparté, si jamais vous avez des idées sur le nom de la dimension, sur la masculinité et la féminité, est-ce que vous pouvez nous donner dans l'espace commentaire des suggestions de termes qui pourraient se rapprocher avec cette dimension autre que la masculinité et la féminité. Ce serait intéressant d'étudier cela. Donc maintenant, nous allons vous présenter quelques exemples de cas pratiques, de principes qui sont importants à prendre en compte lors de la conception pour un public international. Donc, avant cela, juste une petite anecdote. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais l'enseigne de mobilier de décoration IKEA s'est développée il y a quelques années en Inde et ils se sont aperçus que la clientèle indienne a une taille en moyenne plus petite que la clientèle européenne. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu exposer des armoires, des meubles à une hauteur inférieure pour que ça soit plus accessible à cette clientèle indienne. Deuxième constat, IKEA a rendu ses prix plus abordables pour les familles à faible revenu. Donc, on a environ 1 millier d'articles qui font moins de 200 roupies, ce qui est équivalent presque à 3 $. Et donc, pour un même produit, voilà, on trouve un prix plus inférieur en Inde. Et c'est un risque que IKEA a pris, mais ce risque a bien été payé parce qu'en se concentrant, en portant une attention aux spécificités des utilisateurs indiens, eh bien, ils sont devenus beaucoup plus compétitifs sur le marché. Et troisième constat, c'est que les consommateurs indiens n'ont pas l'habitude de se rendre en magasin pour acheter puis se faire livrer et monter eux-mêmes les meubles.
C'est pour ça que IKEA a mis en place une équipe en interne qui va justement les aider à faire le montage chez eux. Une autre petite anecdote, alors je ne sais pas si ça a déjà arrivé, ça vous est déjà arrivé. Moi, en tant qu'étudiant, forcément, vivant dans un studio, j'ai dû optimiser un peu l'espace, mais il faut savoir que dans des régions du monde comme au Japon, c'est vraiment un problème très important en fait. Tokyo étant la ville actuellement la plus peuplée au monde, ça soulève des questions d'optimisation de l'espace chez soi. Et bon, comme vous le voyez tout de suite, des produits qui sont présentés dans notre région occidentale ne pourront pas répondre à la même demande au Japon, par exemple. Donc, il faut adapter tout en prenant en considération toutes les problématiques rencontrées. Après avoir vu tout ça, donc, quelles sont donc les bonnes pratiques justement en conception web? Alors là, c'est une petite partie quiz, donc on compte sur vous. Allez-y, vous allez pouvoir jouer avec nous. On va vous poser une succession de petits quiz. Il faudra juste y répondre dans le chat écrit, dans l'espace commentaire. Donc on prendra le temps de regarder vos réponses. Et on va commencer donc avec le premier quiz. Alors, en effet, pour vous mettre un peu dans le bain, imaginez-vous que vous êtes sur un site multilingue. Là, vous allez, vous voulez en fait changer juste la langue du site. Vous allez vous diriger au niveau du sélecteur de langue. Donc, selon vous, quel sélecteur de langue serait le plus optimal? Alors, on peut vous laisser quelques secondes donc juste pour, A ou B, ouais, voilà, juste, pour indiquer vos réponses. on laisse voir. On voit du A, on voit beaucoup de A pour l'instant. Ok. A, 1B, A. Ok, majoritairement, c'est du A. Ok, bon, je pense que c'est bon, on peut clôturer le quiz. Et donc la réponse. Alors, la réponse, c'est... Alors, d'abord, pour vous expliquer. Quand vous arrivez sur un site multilingue, le sélecteur de langue doit être opérable au premier coup d'œil. Voilà, il ne faut pas que l'utilisateur commence à prendre du temps, à passer du temps à chercher où est le sélecteur de langue parce qu'il ne comprend pas. Ce n'est pas dans sa langue. Et attention, les drapeaux ne sont pas des langues, mais des pays. Pourquoi? Parce que pour une même langue, il peut y avoir plusieurs pays qui la parlent. C'est l'exemple qu'on a avec l'arabe, qui est une langue officielle dans plus de 20 pays dans le monde. C'est une macro-langue. Donc, je pense que vous l'aurez compris, la bonne réponse, c'est la B. Et deuxième chose, il est toujours mieux d'écrire la langue dans sa langue locale, parce qu'il faut se positionner dans la peau de l'utilisateur. L'utilisateur, voilà, il ne comprend pas en fait. Et donc, s'il voit un terme dans sa langue, il va tout de suite là comprendre qu'il s'agit de sa langue et donc faciliter l'utilisateur à traduire le site dans sa langue locale. Donc effectivement, ouais, même comme l'a dit André, donc, même un mix des deux, en fait, ça ne marcherait pas vraiment non plus, en fait, que ce soit pour les drapeaux ou pour l'utilisation de la langue. Voilà, c'est ça. Alors, préparez-vous pour le prochain quiz. Deuxième petit quiz. Donc, alors, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont déjà lu des mangas japonais. Je pense que oui, peut-être. Donc, quel serait pour vous donc, le bon sens de lecture d'un manga japonais qui serait traduit en français? Alors, est-ce que ce serait de la droite vers la gauche ou inversement de la gauche vers la droite? Donc, pareil, on vous laisse quelques temps pour répondre A ou B. Je vais essayer un petit peu. Tac, puis nouvel arrivant. Ça a été accepté, ouais. Alors, en fait, pourquoi on vous pose cette question? Donc, à droite pour respecter les habitudes françaises. Ou B. Quelques interrogations quand même. Hein. Je crois que ça cogite peut-être un peu plus. Alors, bon, on va quand même regarder les autres réponses, mais je vais quand même avancer. Donc, les mangas donc, japonais se lisent de la droite vers la gauche. Nous, dans notre langue, on a l'habitude de lire, on lit de gauche vers la droite. Néanmoins, quand on fait cet exercice de traduction, on va uniquement le faire sur la partie textuelle. En fait, on ne va pas dénaturer le produit en lui-même. Il a été conçu de cette manière-là. On ne peut pas en modifier en fait, l'essence. Donc, la bonne réponse va être la réponse A. On va conserver le sens de lecture du manga japonais et on va juste nous occuper de la traduction
des textes, tout simplement. Néanmoins, on peut voir que cet exercice-là, là, avec l'exemple de Facebook, ou la version anglaise qui est aussi la même, nous, en France, a été adaptée en fait, pour la langue arabe. La langue arabe, elle se lit de droite à gauche. Donc, voilà, c'est tout de suite flagrant. Facebook a tout de suite interverti le placement des éléments pour l'adapter justement à cette langue arabe. Et pour rester justement sur le thème de la langue arabe, vous allez avoir un nouveau quiz. Donc cette fois-ci, là, imaginez que vous avez un lecteur multimédia et que vous souhaitez traduire ce lecteur-là en langue arabe. Ça paraît peut-être un petit peu bizarre, mais selon vous, quelle est la bonne représentation? Alors, d'un côté, on a le défilement de la lecture qui se fait de la gauche vers la droite, et d'un côté, on a le défilement de la lecture qui se fait de la droite vers la gauche. Allez-y, vous pouvez répondre dans le chat. Je regardais un petit peu les réponses aussi avant. La plupart avaient bon sur le truc, le questionnaire juste avant. Donc là, il y a beaucoup du A, beaucoup de A. C'est plutôt unanime. Ouais. Ok, bon, cette fois, vous avez bien répondu. Donc, la bonne réponse, c'est la A. Alors, l'explication, c'est que tout ce qui est commande vidéo et tous les éléments qui ont relatif au temps ne s'inversent pas. Donc, ça fait partie des exceptions qu'on peut retrouver. On parle de conception en miroir au niveau du texte, mais aussi au niveau des icônes. Donc là, quand vous avez un texte qui se lit de la gauche vers la droite, vous retrouvez les icônes retour et vélo dans ce sens. Par contre, quand vous avez le texte qui se lit de la droite vers la gauche, les icônes s'inversent. En revanche, les exceptions, il y a des exceptions au niveau de certaines icônes, de la tasse à café et de l'horloge. Donc, pourquoi la tasse à café ne s'inverse pas? Tout simplement, on considère que l'appréhension se fait avec la main droite, parce que généralement, les personnes sont droitières. Donc, on n'inverse pas, on ne change pas les habitudes. Et l'horloge, parce que peu importe où on se trouve, l'heure tourne toujours dans le même sens des aiguilles d'une montre. Donc, désolé si vous êtes gaucher. Alors, on a vu l'exemple de la conception en miroir des icônes, mais aussi, si on va un peu plus loin, certaines icônes n'ont pas la même signification dans différentes régions, différents pays. Alors, pour vous, que signifie l'engrenage, l'icône d'engrenage sur l'interface web? Donc, bon, là, ce n'est pas réponse A ou B, hein, là où on vous laisse écrire. Répondre à ce que qu'est-ce vous que voulez. pour vous, c'est nos paramètres. Ok, oui. Paramètres, réglages, personnalisation. Oups, pardon, ça. Ok. Paramètres, ouais, réglages, configuration, Donc, paramètres, ouais, j'ai un système de paramétrage, ouais. réglage, outils. Ah, outils, ouais. Ok. Pas mal. Ok. Donc, vous avez bien raison. Sur les interfaces occidentales, cette icône signifie les paramètres ou les réglages. En revanche, sur les interfaces chinoises, cette icône d'engrenage est souvent utilisée pour signifier le mot découvrir. Découvrir, c'est un peu un équivalent de la catégorie menu qu'on a sur, par exemple, les applications mobiles. En interface chinoise, on peut citer l'application WeChat, une super application qui regroupe du coup plusieurs applications en interne qui permet de communiquer, d'échanger avec ses proches, également de payer des choses en ligne, de jouer aussi, et plein d'autres en fait de fonctionnalités qu'on pourrait retrouver dessus. Alors, aussi, les icônes, concernant l'interprétation des icônes, Amazon a lancé son site mobile en 2008 en Inde et ils ont fait des tests utilisateurs auprès des utilisateurs indiens. Et ils se sont rendus compte que ces utilisateurs-là ne comprenaient pas à quoi servait la loupe et la voyaient comme une raquette de ping-pong. En fait, ils se sont aperçus que peu de gens l'utilisaient. Tout simplement parce qu'ils ne comprenaient pas, en fait, ils ne voyaient pas à quoi ça servait. Et ce que Amazon a fait, c'est qu'ils ont rajouté une étiquette en MIDI pour signifier que c'est à cet endroit-là qu'ils peuvent faire une recherche de produits, d'articles sur le site d'Amazon. Au-delà donc des icônes,
Il y a aussi l'importance du texte, de son encombrement notamment. Nous avons des exemples ici de New York Times, où tout de suite ce qui frappe, donc la version anglaise et chinoise, tout de suite ce qui frappe, c'est la densité du contenu textuel. Le tout, c'est de savoir pourquoi. Nous, en Occident, on a plus tendance à apprécier en fait les espacements, d'avoir une page épurée, où on a l'impression de respirer, entre guillemets. Contrairement aux Chinois, où ils ont besoin, pour être rassurés, en fait, parce que sinon ils sont un petit peu, ils sont pas rassurés, ils sont un peu perdus, ils ont l'impression qu'il manque quelque chose en fait au site, et donc ils vont avoir tendance à surcharger le contenu textuel au maximum. Donc là, comme on peut voir, il y a au moins 2 fois plus d'articles en fait d'une page à une autre. Donc là, pour faire suite à ce que Nike a dit, on a un exemple avec Flickr en anglais. Là, ça nous indique en fait le nombre de vues par rapport aux photos. Et on se rend compte que par rapport au terme original qui est en anglais, admettons qu'on le traduit en italien, le rapport à la longueur au terme original est de 3. Et donc, du coup, 3 fois plus long. Ce qui signifie en fait par là que lorsque vous concevez une interface, il faudra prendre en compte la flexibilité de vos conteneurs, de vos blocs, et prévoir suffisamment d'espace si jamais vous devez traduire le site en plusieurs langues. Donc voilà, ça donne des résultats assez dissemblables pour un même morceau de texte. Au-delà donc du simple jeu de traduction, là où c'est intéressant aussi, c'est quand on va exporter par exemple son site dans 2 pays qui parlent la même langue. Donc là, on a Costco qui vend un fauteuil, la version USA à gauche et la version du Royaume-Uni à droite. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire qu'on ne peut pas reprendre un texte tel quel et le retranscrire, le remettre en fait, au Royaume-Uni, parce que les conditions ne sont pas les mêmes. Et il y a peut-être d'autres problématiques. Et donc, on va devoir faire un réajustement, même sous la même langue. Et ça peut porter aussi, comme disait donc Cécile juste avant, sur l'espace, la place que ça va prendre. Et en prenant en considération ça, on va peut-être devoir réajuster la totalité de la structure, au final, où le texte va se retrouver sur la droite va se retrouver tout en bas. Et donc, pour continuer, donc, vous avez un dernier quiz. Alors oui, en effet, pour finir, la question c'est quel est le modèle de conception à privilégier entre les 2 propositions que vous aviez ici? Une interface épurée avec quelques touches de couleur ou une interface riche en informations et en couleurs? Dans le cadre où vous devez concevoir pour un public international. Ouais. Donc, là, c'est juste pareil, c'est A ou B. Voilà, soit A, soit B. N'hésitez pas à me partager vos réponses. Yeah. Peut-être pas très évident. Ah, c'est intéressant ce qui est dit. Ok. C'est intéressant ce que vous dites, j'allais dire la même chose. Ouais. Ça dépend de l'acier. A et B, ok. On voit que là, oui, il y a plus de... Ça va, c'est bien. Vous êtes bien calés en X. On espérait en piéger un petit peu à quelques-uns, mais on voit que ça a cogité. Alors, en effet, aucune des 2 réponses est bonne. Tout simplement, alors premièrement, pourquoi? Parce que oui, on ne peut pas poser la question comme ça, sans connaître l'objectif, le contexte, les besoins utilisateurs. Il n'y a pas de modèle de conception prédéfini. Deuxièmement, il n'y a pas de modèle de conception universel. Quand on est dans des pays, quand on conçoit pour des pays occidentaux, on va retrouver plutôt des interfaces épurées avec quelques touches de couleur, alors que quand on conçoit pour des pays asiatiques, on va avoir une interface beaucoup plus riche en informations et avec des couleurs un peu plus flashy. Voilà. Donc, en effet, aucune des 2 réponses n'est correcte. Et pour illustrer donc ce quiz, nous avons donc en fait les deux écrans de Yahoo Shopping qui sont sensiblement les mêmes que le quiz que vous avez juste avant, et ça permet de mieux distinguer justement les différences. Donc nous, notre version française, on retrouve un petit peu les mêmes codes que j'ai pu dire sur le contenu textuel. C'est cette façon d'épurer au maximum l'espace, de laisser respirer, de ne pas avoir des couleurs trop violentes pour les yeux.
Là où la version japonaise de Yahoo Shopping, on voit tout de suite la densité de contenu, de publicité. En fait, ce qu'ils aiment bien au Japon, c'est de ne pas forcément se centrer sur un type d'utilisateur et de vouloir toucher le plus large possible de public. Il y a aussi la question de la couleur. Forcément, on voit tout de suite que le rouge est beaucoup plus prédominant dans la version japonaise parce que c'est des couleurs qui attirent l'œil naturellement. Donc pour tout ce qui est publicité, promotion, on va beaucoup s'en servir. Et après avoir vu donc, tout ça, on va, on va donc terminer très rapidement avec quelques petits tips en fait, UX qui pourront vous servir dans vos futures conceptions. Alors, c'est des choses que vous devez garder bien en tête, prendre conscience des différences culturelles en conception et échanger, informer vos équipes sur ces subtilités-là. Éviter d'avoir des préjugés culturels pour éviter justement d'avoir des résultats biaisés. Il faut prendre en conscience que la logique du concepteur n'est pas universelle. La traduction d'un site web ne va pas toujours suffire. Il faut tenir compte de la localisation, des coutumes, des traditions en conception. Et donc rencontrer aussi les utilisateurs ou, dans le cas échéant, avoir un intervenant dans le pays concerné, c'est un des meilleurs moyens aussi d'avoir un retour direct des habitudes locales. De réaliser sans attendre des tests d'utilisabilité pour identifier les premiers comportements des utilisateurs. Un moyen d'avoir les retours, de savoir ce qui a marché, moins bien marché, ce qui a potentiellement pu frustrer les utilisateurs. Et puis, sélectionner aussi les outils de conception appropriés pour pouvoir être le plus flexible possible. Donc, merci déjà de nous avoir écoutés. On espère que ça vous a plu, que ça vous a appris des choses. Si vous avez des questions, on se fera plaisir d'y répondre. Pour ceux plus pressés ou qui ne veulent pas forcément poser la question là tout de suite ou qui n'ont pas d'idée, on vous laisse un QR code ici où vous pouvez donner votre avis et également poser en fait votre question sur le Meetup. Je ne sais pas si vous voulez conclure avec quelque chose. Non, merci. Oui, on va attendre de voir s'il y a quelques questions. Et puis sinon, on vous laissera tranquillement voir chaque pays a sa loi graphique. Alors, il y a des standards, bien sûr. Mais bon, ce serait peut-être un grand mot de dire qu'il y a une loi graphique. Oui, c'est peut-être trop fort. C'est peut-être trop fort de dire loi graphique. Il y a des habitudes, il y a des codes qui parlent plus à une région qu'à une autre. Après, comme en fait tout pays, c'est aussi porté à évoluer avec le temps. Donc, il n'y a pas forcément une loi graphique. C'est un petit peu fort. Et ça dépend aussi de l'objectif dans laquelle l'objectif de conception, quoi. Quand on va concevoir. Je t'en prie, Stécie. Merci à toi. Merci à vous en tout cas d'avoir été présent. J'espère que ça que c'était intéressant. J'espère que vous allez finir votre journée moins bête. Bon, en tout cas, on vous laisse. Voilà. Comme on vous a dit, on vous fera parvenir ce document aussi par mail. Comme ça, plus tard, si vous voulez repasser dessus, revoir certaines notions peut-être qui vous ont plus intéressé que d'autres. Et puis retrouver aussi ce QR code pour vous donner votre avis. Ce sera avec plaisir. On vous l'enverra par mail.